J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. On commence par un clap ? Vas-y. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Alors c'est quoi ton histoire ? Chaque vie est une aventure faite de virages imprévus, de routes sinueuses et de lignes droites où tout va s'accélérer. Il y a des chutes qui nous apprennent à nous relever, des victoires qui nous rappellent d'où on vient, le chemin qu'on a parcouru. Et dans Alors c'est quoi ton histoire ? On prend le temps d'écouter ces récits qui façonnent une personne. On parle de rêves qui semblaient impossibles, de batailles menées en silence, des instants qui laissent des marques indélébiles. Et ici, dans Alors c'est quoi ton histoire ? On n'est pas des machines, juste des humains avec leur vérité. Et on va s'intéresser à ta vérité, Nicolas. Mais avant d'aller un peu plus loin, on va permettre aux auditeurs de pouvoir te cerner un petit peu à travers du speedrun questions où je vais te poser des questions et tu vas répondre le plus rapidement possible en prenant quelques instants pour justifier ta réponse. Ok, ça va. Nice, on est parti. Ton prénom ? Nicolas, Ton âge ? 28 ans, Ta profession ? étudiant en thèse. Ton chaos, est-ce qu'il est destructif ou plutôt créatif ? Créatif. Ouais. Pourquoi tu dirais ça, toi ? Créatif. En tout cas, je suis vraiment dans la destruction. En général, quand j'appréhende des situations dans la vie, j'essaie plutôt d'apporter la créativité et essayer de prendre pas mal de hauteur sur n'importe quel événement pour avoir un peu plus de flexibilité et mieux l'appréhender, quoi. Est-ce que tu crois au cercle ou est-ce que plutôt tu crois à la rupture ? À la rupture, je pense. Le cercle, ça me dit rien de bon, le cercle. J'ai l'impression qu'il y a le côté un petit peu routine, récurrence, et un peu le côté je stagne, qui me plaît pas trop. La rupture, elle peut être très saine, si après ça permet d'aller dans une meilleure direction. Donc j'irai sur la rupture d'instinct. Est-ce que pour toi le monde c'est un jeu ou plutôt une quête ? Une quête. Ouais. Une quête. Moi, ma vie, je la vois plutôt comme une quête, d'avoir un objectif très, très élevé et d'avoir un cap et après de faire en sorte que toutes mes actions convergent vers ce cap. Tu cherches un équilibre ou plutôt l'intensité ? Je dirais un équilibre avec de l'intensité dedans. Moi, j'aime bien avoir un côté un peu très intense et aussi un côté très, très posé, très réfléchi, quoi. Est-ce que tu crois qu'à un moment donné, on devient soi-même ou plutôt on revient à soi-même ? On devient soi-même. Encore une fois, le côté revenir, il me fait penser à ta question sur le cercle. Et non, je pense que il peut y avoir des va-et-vient dans ta personnalité, mais j'ai plus l'impression qu'il y a un aspect d'évolution où tu te découvres, justement. Tes racines, tu vas les porter ou tu les dépasses ? Est-ce que je les porte ou est-ce que je les dépasse ? Ouais. Waouh. On part dans l'abstrait. Ouais. Je les porte. Je pense que c'est quand même... moi, par racine, je pense à ton identité un peu plus profonde et je pense qu'elle reste toujours là. Donc, je la vois pas la dépasser, quoi. Le hasard, comment tu l'appelles ? Le destin ou la chance ? La chance. J'ai toujours du mal avec la notion de destin. J'ai du mal à cerner exactement la définition. Mais j'aime beaucoup le côté chance et surtout le fait de créer sa chance et de créer de l'espace pour que la chance apparaisse, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Je comprends totalement. Est-ce que tu vis plus dans l'attente, justement, de cette chance ou plutôt dans l'élan, quand bien même il n'y a pas de chance ? L'élan. Moi, le côté inertie, c'est un mot que j'utilise souvent. Inertie, j'adore ce process de commencer quelque chose et d'avoir un peu une avalanche et une inertie qui se fait
Et si tu réponds bien à un événement, un deuxième arrive, etc. J'adore ce côté avoir un momentum, quoi. Si tu pouvais voyager dans le temps, voyager dans le futur ou dans le passé? Je crois que je change de réponse à chaque fois qu'on me pose la question. Je dirais le futur m'intrigue trop, en fait. Le passé m'intrigue et j'adore, moi, tu vois, avoir des fois des... Tu sais, il y a des documentaires où ils retouchent la couleur. Ouais. Tu vois ce que c'est que d'être en 1900 à New York, tu vois. Ça me rend fou. Mais le futur, il peut être beaucoup plus loin que le passé si on va très loin dans le futur. Et ça m'intéresse. D'accord. Est-ce que tu te considérerais plutôt comme une étoile filante ou plutôt comme un phare? Comme une étoile filante. Parce que étoile filante, c'est-à-dire que c'est moi qui avance et qui découvre. Et le phare, t'es plus en mode j'illumine pour les autres, pour le chemin des autres. Et j'adore faire ça aussi. C'est de poser les bonnes questions pour que les personnes après ouvrent leurs yeux sur certains aspects. Mais moi, je veux être l'étoile filante aussi. Je veux avancer et je veux découvrir des choses, avancer dans le noir, tu vois. Apprendre en faisant ou apprendre en écoutant ou en observant? En faisant, je pense que c'est plus efficace encore. En écoutant, c'est bien parce qu'on profite de toute l'expérience, toutes les connaissances de quelqu'un. Mais vraiment, en faisant, tu peux créer plus d'expérience qui s'allie encore plus avec toi. Et je pense que ça peut être encore plus pertinent. Célébrité ou notoriété? Je ne vois pas la nuance entre célébrité et notoriété. Je vois pas la nuance, pour être honnête, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai en tête. En tout cas, je veux pas que la notoriété appartienne à moi, mais plus appartienne à ce que je crée, en fait. Être aimé ou être respecté? Être aimé. Être aimé. Je pense que si t'es aimé, je pense pas que tu peux être aimé sans qu'on te donne du respect, quoi. Tout simplement. Je pense que c'est encore plus grand, l'amour, que le respect. Si supposé qu'il y avait une vérité, la vérité, tu la cherches chez toi ou chez les autres? Chez toi, je pense. Je pense que la relation que tu as avec toi-même, elle influe sur les relations que tu as avec les autres. Je pense c'est important d'être full honnête avec toi-même d'abord. Est-ce que tu préfères, à un moment donné, dire que la vérité et tout le monde ne te croit pas? Ou plutôt mentir, mais tout le monde te croit? Je pense que la deuxième solution, c'est un peu la situation de facilité. Mais si tu es en paix avec toi-même, la première solution, c'est la bonne. Vois toutes les contraintes qui peuvent s'opposer à toi. Toutes. On les souffle. T'as plus rien. Pendant une semaine, tu fais quoi? Waouh. Je pense que ce sera plus simple pour moi de m'ancrer dans le moment présent, tu vois. Et donc de pas avoir toujours à penser au passé, à ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, à ce que je dois faire, etc. Et d'avoir plus cette légèreté qui me permet d'apprécier le moment présent, ce que je ne fais vraiment pas assez, et ce qui est problématique. Si tu pouvais revivre un jour, ça serait lequel? Je crois pas qu'il y ait un jour qui vraiment se démarque de tous les autres jours. Donc c'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. Aujourd'hui, tu peux dîner avec n'importe qui, de vivant ou de mort. Tu choisis qui? Je choisis le G8. Je prends tous les présidents juste parce que ce côté pouvoir vraiment m'intrigue, de savoir ça fait quoi d'être dans les chaussures de Trump ou de Macron, peu importe, tu vois, n'importe quelle figure. Et je parle pas que de politique, tu vois, ça peut être pour tout, ça peut être dans le sport, dans plein de choses, les figures qui ont vraiment un pouvoir à un moment donné. Je trouve que c'est très impressionnant, très intéressant comme position. Et je serais très curieux de creuser ces personnages juste à un dîner, tu vois, voir ce qui se passe. Et comment tu définirais le pouvoir, toi?
Le pouvoir, je pense que c'est compliqué à répondre. Je dirais ce serait d'avoir la liberté d'imposer tes opinions et de les mettre en place, quoi. D'accord. Eh bien, avec toi, on veut voir comment tout ce que tu as pu vivre t'a mené à là, ok, a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Parce que chaque étape de la vie, qu'elle soit finalement douloureuse, qu'elle soit chaleureuse, douce, raconte un bout d'histoire. On va donc explorer tes souvenirs, les petits comme les grands, et puis ceux qui t'ont donné le sourire, ceux qui ont tout fait basculer, et peut-être découvrir ensemble une certaine vérité. Ta vérité. Ces vérités parfois qui sont brutes, souvent touchantes, mais toujours inspirantes. Et moi, ma question maintenant, Nicolas, ça va être, alors, c'est quoi ton histoire ? Moi, je pense que mon histoire, elle est très récente. Tu vois, c'est bizarre de dire ça. Ouais. Mais non, je pense que vraiment mon histoire, elle commence quand j'ai 20 ans, en fait. D'accord. Parce que je pourrais faire une simplification énorme et te dire que sur les 20 premières années, je pourrais pas te donner, tu sais, un événement marquant ou un événement où j'ai pris des risques, où j'ai tenté des choses. Je crois que je suis toujours resté dans ma zone de confort. Et c'est vraiment quand j'ai pu, en troisième année de licence, partir aux États-Unis, donc pour terminer ma licence, me spécialiser en neurosciences, que là, mon histoire a commencé. Là où vraiment je me suis découvert, en fait. Parce que tu es confronté, tu es obligé. Ouais, je sais pas, tu arrives dans un nouveau monde où, je sais pas, la réalité, elle est un peu différente. Les gens, ils vont penser différemment. Déjà, ils parlent différemment. Et crois-moi que même si j'avais des bonnes notes en anglais au lycée, t'es pas bon, quoi. Ouais. Enfin, les cours en anglais, ils sont pas bons. Et du coup, t'es complètement à l'ouest. Quand tu dois parler à quelqu'un en cours, tu comprends rien. Donc, en fait, t'es dans la sauce tout le temps. T'es confronté tout le temps. Et c'est, je pense, ce dont j'avais besoin pour me découvrir, en fait. Parce que comme j'ai très peu tenté avant, là, j'avais pas le choix. Il faut que je me démerde. Et donc, il y a plein de petites galères qui sont liées au fait de travailler, de s'ajuster à une nouvelle culture. Les neurosciences aussi, c'est pas non plus super simple comme domaine, donc il faut aussi s'arracher sur le plan, au niveau des cours. Et donc ça, c'était, je pense que ouais, j'ai pas mal appris de choses sur moi. Et puis d'un autre côté, c'était exceptionnel. Franchement, j'étais dans un village où il y avait que les étudiants internationaux. Et pourtant, j'étais au Nebraska, à Omaha. Il y avait que des champs de maïs, il n'y avait pas grand monde, mais ils avaient, tu vois, un campus international et tu avais des Coréens, des Japonais, des Nigériens, des Canadiens, peu importe. Et quel enrichissement, en fait. Ouais. Franchement, ça m'a rendu ouf d'avoir des gens qui sont qui viennent d'endroits complètement différents. Et ça élargit ton horizon. On entend souvent parler cette phrase, mais je suis obligé de la dire quand même, tu vois. C'est là où tu penses que... Enfin, j'avais l'impression en tout cas que... Enfin, je me suis rendu compte que j'avais une vision un peu tunnel, tu vois, où j'avais un peu les mêmes... J'habitais dans un petit monde parce que j'étais resté en France, etc. Et le fait de partir à l'étranger, ça élargit énormément de choses. T'es beaucoup plus curieux, t'es plus ouvert, ouais, tout simplement. Et cette année-là, elle était complètement folle. Et à la fin de l'année, je me suis dit, mais je vais continuer d'aller à l'étranger. Je vais faire tous les pays. Il faut tous les faire, je vais tous les faire. Parce que tu as aussi ce mode full exploration aussi. C'est ça aussi qui m'a surpris. C'est que je pense que quand tu habites, je sais pas, en France, dans la même ville, etc., tu n'as pas forcément ce truc d'exploration. Dans le sens où tu n'as pas envie de voir ce qui se passe dans la rue, les restos et tout. Non, tu habites là, c'est bon, tu vois. Et je sais pas, bizarrement, quand tu vas à l'étranger, tu t'installes dans une rue, tu as envie de connaître la rue. Putain, il se passe quoi à gauche, à droite, j'ai envie d'explorer tout. Et c'est fou d'avoir ce nouveau mode-là. Il est plus intense, il est plus intéressant. Et donc, à la suite de mon année aux États-Unis, donc j'avais 21 ans. D'ailleurs, très cool d'avoir 21 ans aux États-Unis parce que tu peux faire beaucoup plus de choses. Et donc, avant de commencer mon master, j'ai fait 2 mois de stage en Suisse. Après mon master, je l'ai fait en Italie,
J'avais choisi ce programme exprès parce que je savais qu'en deuxième année, je pouvais faire des stages où je voulais. Et j'avais toujours en tête l'idée de faire de continuer d'aller à l'étranger, etc. Donc j'ai fait en deuxième année de master un stage en Australie pendant 3 mois. Et après, je suis retourné aux États-Unis dans un autre état, à Wisconsin. Il fait super froid. Et où, voilà, j'ai continué de bouger, etc. Après, le Covid a toqué à la porte. Il m'a dit, Nico, allez, rentre. Ça suffit, il faut que tu rentres. Et donc, là, j'ai fait un G pendant 2 ans. Et après, là, je suis en thèse de neurosciences à l'Institut du cerveau à Paris. Mais en tout cas, cette dimension internationale, elle m'a vraiment transformé, quoi. Et ça passe vraiment par l'expérience. Ce qui me manquait énormément jusqu'à mes 20 ans, parce que j'avais pas le courage simplement de dire oui à des choses. Ouais. Et là, franchement, d'être à l'étranger, tu es obligé des fois de faire les choses parce que tu dois te débrouiller, etc. Et ouais, j'ai beaucoup évolué, je pense. Intéressant. Et qu'est-ce qui a été différent selon toi entre le Nico d'avant et le Nico d'après? Je pense que le Nico d'après, il est plus un yes man. Ouais. Tu vois, le Nico d'avant, franchement, la différence, elle est folle, quoi. Je disais non à tout. Donc, même quand j'étais petit, avec mes parents, ils me disaient, tiens, va donner le gâteau au voisin. Non, ça me stressait, quand même pas possible. Et là, maintenant, c'est l'inverse, tu vois. En tout cas, sur le niveau pro, je dis oui à beaucoup de choses. Là, quelqu'un vient me dit, tu veux faire un podcast? Quand tu veux, je suis là, tu vois. Et donc, je tente plein d'expériences que j'ai jamais fait avant. Ça, c'est super enrichissant. Et sur le côté perso aussi, même si faut pas non plus dire oui à tout. C'est important des fois de dire non et de s'écouter avant. Mais ouais, je pense que ça a été vraiment le côté expérience, tout simplement. Tenter des choses. Je pense que ça a été mon plus grand regret, je pense, dans mon enfance, c'est d'avoir dit non à plein de choses. Et du coup, pas d'expérience. Du coup, tu te construis pas forcément. Tu sais pas ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Ouais. Et tu sais pas quitter. C'est fou. Tu sais pas quitter, en fait. Tu sais pas ce dont tu es capable, ce que tu as envie de faire. Et là, maintenant, c'est très différent. Je me sens beaucoup plus complet, plus accompli. Il y a encore énormément de choses sur lesquelles je peux travailler, tu vois. Mais j'aime bien la trajectoire que je prends. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ouais. De manière générale? De manière générale. De manière générale, donc là, je suis en thèse de neurosciences à l'Institut du cerveau. Je suis en 3e année. Je vais faire une 4e année, le temps de finir mes projets, etc. Et c'est une thèse qui vise à comprendre un peu comment la conscience fluctue pendant le sommeil. Moi, ça m'a toujours intrigué. Le fait que ton cerveau puisse générer des expériences conscientes alors que tu es déconnecté de l'environnement et tu es immobile et un peu dans un état de mort cérébrale, on a envie de dire. Alors que, en fait, il se passe, t'as toute une panoplie d'expériences conscientes. Quand tu es endormi, tu as des rêves lucides, tu peux avoir des pensées, tu peux planifier ta journée de demain alors que tu es endormi. Et moi, ça m'intéresse de savoir, comment ça se fait. Qu'est-ce qui permet de créer ce type d'expérience? Et deuxièmement, pourquoi, en fait? Pourquoi ton cerveau, il va créer tout un monde intérieur d'images, de sons, des histoires, si ça ne sert à rien, quoi. Donc ça, c'est des sujets qui me fascinent et ce qui dirige ma thèse en ce moment. Et donc, ça passe par conceptualiser des études scientifiques, collecter des données pour essayer de répondre à la question que tu te poses, les analyser, ça prend beaucoup de temps, et après les communiquer, donc à travers l'écriture d'articles scientifiques, faire des conférences pour en parler à la communauté scientifique, et voilà. Et donc ça prend 90% de mon temps. D'accord. Et le reste du temps, je dirais à 20%. Donc, parce que je vais un peu je travaille après la thèse et au-delà, on va dire. D'accord. Sur un projet entrepreneurial qui vise à transformer la science en histoire visuelle. Et donc c'est un projet qui veut aller au-delà de ce qui est fait traditionnellement en communication scientifique. Donc, traditionnellement, je parle beaucoup de documentaires qui sont très longs, très lents,
des interviews statiques de chercheurs, des conférences qui sont très pauvres en visuel, etc. Moi, je veux essayer de redéfinir un peu la façon dont on communique la science avec des visuels époustouflants, une narration qui est ancrée dans l'expérience humaine, où il y a une profondeur émotionnelle, une exploration intellectuelle. Et donc, je travaille beaucoup là-dessus aussi. Donc, dès que je finis ma journée de thèse, donc ma thèse, c'est de 10h à 20h à peu près, je rentre et je bosse de 21h30 à 23h sur ce projet-là. Et un peu le week-end aussi. Et voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Et c'est quoi le lien que tu trouves, que tu fais entre ce que tu voulais faire quand tu étais plus petit et ce que tu fais aujourd'hui? Il est difficile à trouver le lien, même si j'aimais bien le côté un peu créatif, exploration. Mais moi, quand j'étais petit, je voulais absolument travailler avec les animaux, tu vois. Je voulais être soigneur animalier. Ouais. Je voulais trop aller dans des safaris, des endroits un peu naturels, et puis observer l'animal, prendre des photos, documenter, et rapporter un peu tous ces comportements pour mieux le comprendre. Au final, c'est peut-être pas si loin des neurosciences que j'y pense. Mais j'ai commencé très tard à me dire que j'allais faire de la recherche. Parce que au final, je sais pas si toi tu as eu la même impression, mais peut-être pas, parce qu'au final, toi, ta thèse, elle est assez proche peut-être de ce qui est fait au collège-lycée en termes de thématiques. Mais moi, les expériences que j'ai eues en TP de physique-chimie, ça m'a traumatisé, quoi. Faire des titrages, des dissections de souris, de la colorimétrie, etc. Ça me plaisait pas du tout, quoi. J'étais avec un pote avec qui je m'en sortais pas. Les protocoles, je les comprenais pas. Et c'est marrant parce qu'on est tous les deux en thèse maintenant. Lui aussi, il est en thèse de neuro. Et en fait, j'ai compris qu'on pouvait faire de la recherche ailleurs que dans la physique et la chimie, qu'on peut faire de la recherche sur tout, sur de l'astrophysique, sur des fonds marins, sur les rêves. Mais en tout cas, j'ai considéré vraiment très tard, je pense à une semaine avant la deadline pour choisir si je voulais faire un bac S ou pas, que je voulais faire de la recherche. Et d'où t'es venu le déclic selon toi? Je pense que c'était le côté, si tu fais pas S, tu vas peut-être pas avoir toutes les opportunités que tu veux. Je pense que c'était surtout ça, me dire au moins tu fais S et tu peux faire ce que tu veux après. Si tu travailles pas sur de la bio, sur de la neuroscience, il y a autre chose. Et ouais, c'était le côté ouvrir le plus de portes possible. Et de pas se coincer dans un programme un peu trop niche qui va t'empêcher de changer de direction si ça te donne envie, quoi. Je comprends totalement. Et là, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait quand même une grosse différence entre qui t'étais avant tes 20 ans et celui que tu t'as vu apparaître après tes 20 ans. À ton avis, qu'est-ce qui t'a semblé totalement faux, ou même quand tu es maintenant dans ta vie adulte, en tant que professionnel, dans la recherche, dans ta vie entrepreneuriale, etc. Qu'est-ce qui t'a paru faux de prime abord, alors qu'avant d'être dans cet écosystème-là, dans ce milieu-là, dans ce monde-là, avec cette maturité-là, tu pensais que c'était ça, c'était telle chose, et en fait, en arrivant là, tu dis « Ah ouais, non, en fait, c'était totalement faux, ça ». Je pense qu'il y a un truc que je gardais souvent en tête quand j'étais plus petit, c'était d'avoir des objectifs qui devaient être atteignables. La jouer un peu safe, tu vois. Faut peut-être pas trop sortir du cadre. Cherche pas non plus trop haut parce que bon, c'est peut-être un peu risqué. Ce qui peut être une bonne façon de penser si on cherche un peu de stabilité et ne pas prendre trop de risques. Mais là, c'est quelque chose que j'ai complètement flippé au niveau de mon raisonnement, tu vois. Là, c'est plus je vise haut, mieux c'est. Je veux une ambition qui soit très, très élevée. Et s'il n'est pas atteignable, c'est pas grave. Et je dirais presque que c'est pas le but, dans le sens où le fait de viser très très haut, d'avoir un objectif qui soit presque irréalisable, ça t'emmène dans tous les cas quelque part, et ça t'emmènera plus loin que si tu t'étais limité avec un objectif un peu plus bas, quoi. Donc évidemment, c'est important d'avoir des étapes qui soient atteignables, tu vois, et step by step, tu vois.
Mais par contre, sur le cap ultime, là, il n'y a pas de limite. Il ne faut péter le plafond. Il faut péter le plafond. c'est super important, quoi. Ouais. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui se le mettent, ce plafond, inconsciemment, et qui n'oseraient pas, on va dire, franchement, viser un truc fou furieux, quoi. Mais non, je pense que c'est super important, et même au-delà de ça, c'est juste le fait de vouloir atteindre ça, c'est super excitant, je trouve. D'y être, c'est pas c'est pas ce qui m'attire le plus. Ce qui m'attire, c'est de voir comment je vais faire pour y aller, voir toutes les opportunités que je vais essayer de créer. Ça, c'est ça qui me fait le plus vibrer maintenant, tu vois. Maintenant qu'il y a des petites opportunités par-ci, par-là, il y a des fois quelqu'un qui va me contacter, des fois je vais contacter quelqu'un et il va me dire « Ah, c'est intéressant ». Et c'est ce truc-là de « Ah, ça monte, il y a un progrès, une évolution qui me rend fou ». Ça me rappelle une citation d'Oscar Wilde qui disait il faut toujours viser la lune, parce que même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Ouais. Parce que vaut mieux péter le plafond dans tes objectifs et atterrir dans une pièce plutôt que rester en souterrain. Exactement. Il y a une autre citation, tant qu'on y est, mais qui est en anglais, mais c'est How big would you dream if you knew you couldn't fail? Et ça, c'est tellement cool, cette citation, parce que les gens, je pense qu'ils se fixent cet objectif en mode ok, j'ai cet objectif qui est grand, mais bon, avec mes capacités, etc. Non, pose-toi vraiment la question, tu dis, ok, s'il y avait aucun moyen pour moi d'échouer, à quel point est-ce que je viserais haut, tu vois? Et je pense que c'est cet objectif-là que tu dois viser, tu vois, en termes d'ambition. Totalement. Étant donné le changement qu'il y a eu au niveau de ce mindset, de cette croyance-là, quelles étaient les limitations que tu te mettais avant, et surtout d'où ça venait? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines limites qu'on nous impose de l'extérieur, et parfois même qu'on internalise, et qui deviennent du coup des limites que nous-mêmes on s'inflige, et qui deviennent des limites finalement presque intrinsèques à nous, parce que c'est nous-mêmes qui nous les mettons, et parfois ce sont des limites qui naissent aussi de nous. Mais voilà, d'où venait toi cette limite-là? Je saurais pas te dire dans le détail. Je pense que moi, c'est toujours en boucle ce truc de non, tu vas pas réussir. Tu vas pas réussir. Et c'est trop dans l'inconnu. Et je pense peut-être c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure sur le côté ne pas avoir eu assez d'expérience dans le passé. Du coup, tu sais pas trop ce dont tu es capable. Tu sais pas ce que tu peux réussir, et tu sais pas ce qui est pas possible pour toi de faire par rapport à tes capacités, parce qu'on a tous des trucs qu'on sait pas forcément faire. Et donc je dirais que c'est ce manque d'expérience. Et maintenant, avec les petites expériences que j'ai accumulées depuis, maintenant j'ai des ambitions, mais qui sont orientées, qui tournent autour de mes forces, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de confiance là-dessus. Ouais. Et comment tu définirais alors, maintenant que tu te fixes des objectifs, qu'ils soient super hauts, comme tu as dit tout à l'heure, tu as quand même des petits objectifs intermédiaires que parfois, je suppose, que tu atteins. Alors ça te donne ces victoires-là, mais chaque victoire a pour but finalement de conduire à une plus grosse victoire pour le bien-être d'une plus grosse entité. Cette entité-là, d'autres vont définir ça comme la réussite, d'autres pas. Et je voudrais alors savoir pour toi, comment tu définis cette entité-là et comment tu définis la réussite? Est-ce que toi, il y a un terme que tu mets spécifiquement à la place, ou est-ce que pour toi, le mot réussite, tu l'emploies, mais tu le définis d'une manière particulière qui est propre à toi? Moi, je le définis d'une manière qui est propre à moi. Et je pense que c'est peut-être un peu une misconception aussi sur la réussite, dans le sens où il y a des gens qui la formulent comme si elle était universelle. Et moi, ma réussite, on va dire, sur la façon, par exemple, dont j'arrange ma vie, entre guillemets, elle peut être totalement pas du tout une réussite pour quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, je la vois beaucoup comme, par exemple, s'arracher sur le plan
pro, mais du coup sur le plan perso, parce que je le fais, le pro et le perso, pour moi, c'est... en tout cas, la carrière que je veux mener, je veux que ce soit une quête personnelle, quoi. Ouais. Donc peut-être que c'est confondu un peu pour moi. Mais moi, du coup, pour moi, la réussite, c'est le fait de se surpasser, en fait. Donc, de se surpasser et d'essayer de construire quelque chose. Donc, moi, je pense que si, par exemple, j'arrive sur mes 90 ans, tu vois, la réussite sera surtout sur, OK, est-ce que je me suis vraiment donné à fond, tu vois? Ouais. Est-ce que j'ai réussi à construire quelque chose qui me plaisait, qui était vraiment aligné avec moi-même? Et pour d'autres personnes, s'ils voient la façon dont je gère ma vie maintenant, ils diraient mais non. Mais non, moi, le boulot, c'est un truc, et c'est très bien. Mais moi, ce qui est le plus important, c'est la façon dont je sais pas, dont je gère mes hobbies, ou dont je gère mes relations, etc. Ce qui reste très important. Mais bref, ils ont des priorités qui peuvent être un petit peu différentes. Mais en tout cas, moi, j'aime bien la définition que je me donne sur la réussite, parce que j'ai pas besoin d'attendre d'avoir atteint cet objectif pour parler de réussite. Parce que moi, la réussite, c'est le fait de vraiment de se donner à fond, de se surpasser. Et tous les jours peut être une réussite, si ça a été le cas, tu vois. C'est plutôt le process. Processus, le chemin, ce que tu rencontres durant ce parcours-là, qui est pour toi une réussite et non pas forcément la destination. Ouais, exactement. C'est de me dire, OK, aujourd'hui, t'as charbonné sur quelque chose, c'était pas évident, t'as pas lâché, t'as progressé sur un truc qui te faisait vibrer. Ça, c'est réussite. Je dors très bien dans ces cas-là. Et si aujourd'hui, tu devais casser un mythe sur la réussite, justement, ça serait quoi? Je sais pas si c'est un mythe, mais je pense que la réussite qui est drivée par des éléments un peu plus superficiels, du type avoir du pouvoir ou avoir de l'argent, je sais pas si c'est la manière la plus saine, dans le sens où tu n'auras jamais assez, quoi. Ouais. Mais je pense une réussite qui est plus calquée sur toi-même, sur, on va dire, une quête personnelle. Je pense qu'elle est peut-être un peu plus intéressante, et elle est plus saine d'esprit, je pense. Et qu'est-ce que tu considères dans tout le chemin là que tu parcours, qui serait ta plus grande réussite? Et si je reformule d'après tes mots, plutôt ton chemin dont tu serais le plus fier? Je pense qu'il y a deux trucs. Il y a un, du coup, c'est d'avoir été à l'étranger. Ouais. Et franchement, tu vois, il y a toute une paperasse à faire. Quand tu veux partir, tu veux faire un programme d'échange, comme je l'ai fait pour aller aux États-Unis, tu vois. Et pendant tout ce procès, je me suis dit, je vais pas y arriver, quoi. Enfin, je veux dire, mais ma famille, elle a pas beaucoup voyagé avant moi. C'est pas comme si c'est des profils de je voyage, etc. Dans mon entourage non plus. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un peu pour les autres, quoi. Voyager, avoir un programme dans un campus américain, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, tu vois. Et là, quand je regarde mon parcours, où je suis parti dans plusieurs pays, et j'ai pas juste voyagé en mode je suis resté une semaine, hein, je me suis installé, j'ai découvert la culture, etc. Ça, c'est une très grosse réussite pour moi. Et la deuxième, mine de rien, c'est la thèse. Même si c'est pas une finalité pour moi, qu'est-ce que c'est galère, une thèse. T'es toujours en dehors de ta zone de confort. Tu tentes des trucs nouveaux, il faut faire plein de trucs en même temps, tu dois enseigner, t'as jamais enseigné, tu dois superviser une personne, une équipe, tu l'as jamais fait avant, tu dois construire des choses, t'as des galères partout, et c'est tellement un régal, en fait. Si tu le prends comme quelque chose de bien, parce qu'il y en a qui subissent leur thèse parce que peut-être qu'ils aiment pas, le cadre est pas bon, l'environnement est pas bon, le domaine sur lequel ils travaillent, il les fascine pas tant que ça, et donc du coup toutes ces galères, ils le vivent mal. Mais si tu es bien entouré, et que tu fais des choses qui te plaisent, c'est pas tu subis pas, c'est une adrénaline positive qui peut te fatiguer, mais ah ouais, franchement, sur les 3 ans là de thèse qui vont bientôt s'écouler, j'ai beaucoup évolué. Je suis très content de la personne que je suis devenu entre la rentrée en thèse et quand j'arrive vers la fin, quoi. Et dans tout ça, qu'est-ce que tu considères qui serait ton plus bel échec?
Peut-être que ça va ressembler à ce que je vais dire avant, mais pour moi, le plus gros échec, c'est de te dire que j'en ai pas eu. Et ça veut pas dire que j'ai tout réussi. C'est-à-dire que j'ai pas assez tenté, tu vois. J'ai pas tenté assez haut. Et je pense que dans ma vie, il n'y a pas eu genre, des gros échecs où j'ai pris une maxi claque. Et ça, je pense que c'est dommage. Parce que, ouais, ça veut dire que je suis pas assez sorti de ma zone de confort, que j'ai pas assez confronté mes idées, mes capacités. Et du coup, j'ai pas échoué assez fort, tu vois. Ouais. Et je pense que l'échec, c'est très bien. Moi, j'adore les échecs. Hein. Franchement, et le truc de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est trop intéressant quand les gens disent il faut que vous puissiez échouer et le plus vite possible. Ça peut paraître super contre-intuitif. Mais l'échec, c'est la meilleure façon de voir, ok, ça va pas. Cette direction que je prends, ça va pas. Ok, je change un peu de plan, de méthode. Je garde mon cap en tête. Mon rêve de très haut, je le garde en tête, mais je vais fonctionner un peu différemment. Je vais me repositionner. Hop, encore un échec. Je vais changer un peu. Tiens, j'apprends ça. Je savais pas que je pouvais pas faire ça. Maintenant, je sais. Ok, ça, je sais faire. Et du coup, c'est très bon pour apprendre des choses. Et donc, échouer, je trouve que c'est génial. Et il faut se confronter le plus vite possible pour échouer au maximum. Et donc, du coup, quand tu me dis est-ce que c'est quoi ton plus gros échec et que je te dis que j'en ai pas forcément eu, tu vois, c'est un peu mauvais signe pour moi. En tout cas, je parle sur mes 20 premières années, tu vois. Là, c'est bien, je commence à échouer, c'est bon signe. Est-ce qu'il y a justement eu un moment là, durant ces dernières années, où tu t'es dit, ouais, là, j'ai envie de poser les armes, j'en ai marre, j'en peux plus? Tous les matins, quand je dois aller à la salle, je me réveille et que je dois aller à la salle le matin, je fais non, j'ai envie de poser les armes comme tu dis. Et donc ouais, j'ai pas eu genre un très gros, une période où je voulais tout abandonner, ça m'est jamais arrivé. Ça m'arrive d'avoir un petit peu pendant la semaine ou même ouais dans la journée, je me dis ça j'ai pas envie, non, la flemme, j'abandonne, pas envie. Et je le fais quand même. Et parce que maintenant je sais que c'est des petits états un peu transitoires qui vont arriver, c'est normal. Des fois t'as une baisse de motive, t'es humain, mais garde une discipline, donc même si t'as pas envie de le faire, tu le fais. Et voilà. Donc plein de mini abandonnements, d'envie d'abandonner, mais sans jamais le faire parce que je pense que ça me ferait bizarre. Par exemple, tu vois, je dois aller à la salle le matin. Si je dis non, en fait non, j'ai pas envie. Et j'ai l'impression que ça va me donner une impression bizarre derrière, tu vois. En fait, je me suis abandonné moi, quoi. Je me suis perdu, je me suis lâché, quoi. Et ça, c'est un truc qui m'embête énormément, tu vois. Et donc je le fais pour moi, quoi. Là, durant tout ton parcours, que ce soit de ta naissance du plus jeune que tu te souviennes, du moins, à aujourd'hui, qu'est-ce que, selon toi, a été la décision la plus importante que tu aies prise qui ait drastiquement changé quelque chose? Peut-être même deux, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même une partie de la réponse dans le podcast. Ouais. Mais on va dire, allez, deux. Mis à part le fait d'être à l'étranger, qui était vraiment le plus gros virage de ma vie, il n'y a pas la thèse, j'en ai parlé aussi, j'ai beaucoup évolué. Je ne saurais pas dire, j'ai l'impression que ça reste un process qui est très graduel. Et c'est pas forcément par événement, je dirais que c'est plus par période, où la période à l'étranger était très formatrice, la période de thèse encore plus. Et donc c'est plus des fenêtres de temps où je me dis tiens, je découvre quelque chose de nouveau, j'apprends quelque chose et ça me forme comme ça. Mais de mon côté, il n'y a pas eu, on va dire, un événement ou une rencontre qui a bouleversé ma trajectoire, quoi. D'accord. Et ton entourage, comment ça se passait avec ton entourage avant tes 20 ans et après? Est-ce qu'il y a eu une différence drastique peut-être de leur part par rapport à toi ou de toi par rapport à eux? J'ai pas le même entourage que j'avais avant mes 20 ans. Et je pense que ça en dit long aussi.
j'avais des très très bons potes avant mes 20 ans, avec qui j'ai plus forcément de contact, mais avec qui en fait j'avais pas de connexion très profonde, on va dire, tu vois. Donc c'est des gens avec qui tu gauleries de ouf, c'est trop bien. Mais avec qui si t'as pas vécu des trucs de ouf de type voyage ou ce genre de choses, ben t'as pas des liens qui sont très très forts. Et là, c'est vraiment l'inverse. Maintenant, sur mon entourage nouveau, je suis super bien entouré, quoi. J'ai des gens avec qui sont un peu dans les mêmes galères que moi, qui sont en thèse, qui me comprennent, avec qui on a beaucoup partagé le moment et tout ça. Ma famille aussi, elle est très importante pour moi et elle m'a aussi beaucoup tiré vers le haut. Et j'ai appris à avoir des connexions plus profondes. Genre, franchement, mes skills de communication avant, c'était catastrophique. C'est inexistant. C'était inexistant. Et là, c'est vraiment un super pouvoir, en fait. C'est d'avoir des conversations où tu peux poser les bonnes questions pour que les gens se dévoilent d'une certaine manière. Un peu ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire maintenant. Et vraiment, une conversation peut vraiment renforcer d'un jour à l'autre des liens que tu as avec une personne, tu vois. Et bref, en tout cas, mon entourage, ouais, je suis beaucoup plus... pas dire que j'ai un entourage plus étoffé, mais en tout cas, il est plus fort, il est plus proche de moi, quoi. C'est vrai que souvent, on pense que pour se comprendre, il faut absolument avoir vécu la même chose, les mêmes choses. Alors qu'en réalité, ce qui manque beaucoup, c'est la conversation. Ce sont les échanges. Et à quel point on va profond dans cette conversation, parce qu'il peut y avoir une conversation tous les jours, etc., mais de manière très superficielle. Et dans ces cas-là, effectivement, ça dévoile pas assez d'émotions, d'affect pour pouvoir éprouver un certain attachement à cette histoire, à cette personne. Et t'as soulevé un truc en disant que il faut pas forcément que les personnes aient vécu la même chose que toi. Moi, je pense que c'est justement super intéressant d'avoir des gens qui sont pas forcément dans le même milieu que toi, tu vois. Bon, moi, j'ai quand même beaucoup de potes qui sont en thèse, mais j'en ai aussi qui le sont pas. Et ça, ils apportent tellement un regard nouveau, une fraîcheur, parce que toi, tu as la tête dans le guidon. Tous les gens vivent la même chose que toi autour de toi. Et ils ont la même façon de penser, etc. Et mon frère jumeau, par exemple, qui est même stade de vie que moi, du coup, qui fait quelque chose qui est complètement différent. Il est en design. Il fait du design. Et des fois, il me dit des choses. Et je dis, putain, mais complètement, en fait. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et parce que il t'apporte complètement un vent de fraîcheur, une autre façon de penser. Et du coup, tu déconstruis un peu ce que tu sais, ou en tout cas, l'univers dans lequel tu es immergé tout le temps, H24. Et tu fais les choses différemment, et tu as un nouvel angle d'attaque. C'est super intéressant, je trouve. Totalement. T'es plutôt famille ou carrière? Oh, est-ce qu'on doit faire un choix entre les deux? Après, le choix, tu choisis ce que tu veux. Finalement, ne pas faire de choix est un choix aussi. Exactement. À premier abord, j'ai envie de dire carrière, parce que c'est ce qui me prend le plus d'espace mental. Je pense que un bon petit 80% de mon espace mental en continu, il est lié à ma carrière. Mais j'aurais pas pu la débuter et me développer ainsi sans la famille, quoi. Ils sont essentiels pour me porter. Et puis la carrière, c'est cool, mais bon, la famille, c'est quand même super important. Les amis, c'est super important. Et il faut pas du tout le mettre de côté, quoi. Et quel est l'impact, disons, dans ta construction alors? Mes parents, ils l'ont beaucoup été, parce que soutien inconditionnel, et très très ouvert. C'est-à-dire que je voulais faire soigneur animalier, dit let's go, on va trouver un programme pour toi, etc. Après, je veux faire de la recherche, ils me suivent à fond. Là, dernièrement, je dis en fait, tu vois, l'académique, ça m'intéresse un peu moins, je vais peut-être faire une entreprise. Je dis vas-y go. Et donc un vrai soutien. Ils sont super super à l'écoute, ils essaient de m'aider le maximum, et donc ça c'est précieux, quoi. Et mes deux frères aussi me soutiennent beaucoup, mon frère jumeau notamment, parce que bon,
il est à Paris, donc c'est plus facile pour lui de me suivre. Il est au même stade de vie que moi. Et on se fait des fois des séances brainstorming qui sont interminables et qui aboutissent toujours à quelque chose de fou parce qu'il me connaît très bien. Il sait un peu dans quelle direction il peut m'emmener, etc. Et ouais, franchement, il m'apporte énormément. Ouais. Et c'est quoi alors ce soutien qui t'est apporté? C'est quoi comme soutien? Ouais. Comment tu définis ce soutien ou comment il se manifeste? Je pense que c'est pas un soutien du type je vais t'aider à faire quelque chose. Donc, je pense qu'ils sont rarement intervenus en mode ah tiens, je vais faire les choses pour toi. Donc c'est pas un soutien à ce niveau-là. C'est plus un soutien de je t'écoute, j'essaie de te comprendre au max. Et je te pose des questions et j'essaie d'aller dans la conversation avec toi. C'est ça le soutien pour moi, tu vois. Ouais. Et après, c'est des personnes qui, quand ça va pas, ils sont là pour t'écouter. Quand ça va bien, ils seront les premiers à célébrer. Et entre deux, ils sont toujours là pour toi. Et voilà. C'est surtout un soutien émotionnel, quoi. Ouais. Trouver les mots justes pour consoler quelqu'un, ou plutôt se taire et faire un câlin? Les deux. D'abord le câlin et après les mots justes. Je pense que les mots justes, ils sont très importants, mais des fois, il faut trouver le bon timing. Des gens qui sont... Enfin, des fois, tu peux dire les meilleures phrases possibles si la personne n'est pas forcément réceptive, elle n'est pas prête à l'entendre parce qu'elle vient de se prendre un coup et elle a besoin de digérer. Peut-être pas le bon moment, quoi. Ouais. Comment tu définis aujourd'hui être aligné avec soi-même? Je pense que c'est être en paix avec soi-même. Et ça veut dire... je pense que ça veut dire ne pas avoir peur. Mais la peur, elle peut se manifester de plein de choses. La frustration, c'est de la peur. Être jaloux de quelqu'un, c'est de la peur. S'énerver, c'est de la peur. Et donc, je pense qu'être aligné avec toi-même, c'est être en paix et avoir une confiance en toi. Et par confiance en toi, c'est te dire, peu importe ce qui va se passer, peu importe les situations qui vont arriver, ça va bien se passer parce que je vais rester moi-même. Et je pense qu'il y a peut-être aussi cette misconception qu'avoir confiance, c'est montrer un certain visage de quelqu'un différent, de je suis fort, etc. Mais pas du tout. Moi, je pense que avoir confiance en soi, c'est justement dire peu importe ce qui se passe, je sais pas, quelqu'un qui va arriver dans la rue, qui va me demander quelque chose, ça va bien se passer parce que je vais être avec moi-même. Donc j'aurai mes forces et les faiblesses, je vais les embrasser à 100%. Donc ça va bien se passer, quoi. Et donc du coup, tu es en paix, tu relâches complètement les choses. Et je pense, c'est ça, être aligné avec soi-même, être bien dans ses choses. Et quel serait pour toi le mot, le message que tu te répètes à toi-même depuis le plus longtemps que ça te vienne en tête, pour justement garder en tête certaines choses? Moi, il y a un truc du coup qui avait pas mal changé, mais depuis, on va dire, seulement 2 ans, c'est la façon dont je me parle à moi-même. D'accord. Toi, dis-moi si t'as la même chose, mais moi, ça m'arrivait tout le temps avant, mais de m'insulter sur 5 générations parce que j'ai mal fait quelque chose. Tu vois. Et là, il y a eu tellement un virement aussi dans ma confiance en moi quand j'ai commencé à me parler comme si je parlais à un pote. C'est-à-dire que s'il y a un pote qui fait mal quelque chose, je vais pas l'insulter, tu vois. Je dis ok, c'est ok. Pourquoi tu penses que tu as fait ça? Je pense que ça peut se comprendre. La prochaine fois, tu feras mieux, etc. Mais parle-toi comme ça dans ta tête et ça va drastiquement changer la façon dont tu te perçois et ta confiance va vraiment prendre beaucoup de hauteur, quoi. Pareil, dès qu'il y avait un truc que je faisais de travers, je m'insultais, je me dénigrais, et puis à un moment donné, je comprends de plus en plus que il faut quand même que je me dise qu'est-ce qui a été bien dans ce que j'ai fait, et ensuite éventuellement si je veux améliorer certaines choses, que je me dise ce qu'il y a à améliorer, pas forcément voir seulement ce que j'ai fait de travers et rester focus sur ça, tu vois. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé, mais que je continue encore à travailler, parce que je pense qu'on n'a jamais fini d'évoluer, tu vois. Ouais, exactement. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte sur ce côté, ce travail sur soi-même, c'est que c'était pas un truc non plus
du jour au lendemain, ça a changé. C'est-à-dire que des fois, genre je me parle mal ou je m'insulte ou quoi, et je m'en rends compte, on va dire, une demi-heure après. Oh putain, pourquoi tu réagis comme ça face à toi-même, ça va pas. Une semaine après, quand je m'énerve ou quoi, mais genre 15 minutes après, je me rends compte, je me dis, bon, Nico, t'aurais pu te parler autrement, etc. Et en fait, tu réduis cette fenêtre de temps, ces émotions qui traînent après une galère où tu t'en veux énormément, jusqu'au jour où cette fenêtre, elle disparaît. Et sur le moment même, quand tu t'insultes, moi maintenant, j'ai ce truc de putain, mais tu te parles comme ça. Ouais. Mais ça me fait bizarre, genre, mais ça me choque presque quand je me parle mal à moi-même. Et ça, c'est un bon signe, ça veut dire que ok, tu te perçois maintenant différemment, quoi. T'as une estime qui est un peu plus élevée, quoi. Et ça, c'est une très bonne chose, parce que je pense que l'estime de soi, bah déjà, pour que les autres puissent avoir une certaine estime de toi, je pense qu'il est primordial d'en avoir déjà une pour soi-même. Du coup, les autres vont percevoir finalement ce que toi, tu perçois de toi. Et c'est important justement de réaliser ça et d'avoir réalisé ça. Avec tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu aimerais ne jamais oublier en avançant? Je pense qu'il y a le côté santé mentale qui est super important, que je veux garder toujours en tête. Tu vois. Donc nous, on parle beaucoup, tu vois, objectifs à atteindre, etc. Il y a une pression qui vient avec, qui peut parfois être énorme. On vient de parler du côté comment on se perçoit, etc. Ça peut mal tourner, en fait. De rien. Tu peux te mettre une pression qui est trop forte, qui est mal dosée. Tu peux en venir à t'isoler, etc. Mais le côté santé mentale, c'est ça qui arrive en premier. Peu importe ce qui se passe, il faut que tu sois en équilibre. Donc ça, c'est une chose que tu peux travailler avec toi-même, mais il faut aussi être super bien entouré, quoi. Et donc, en avançant, je veux continuer à me surpasser, à me faire du mal, entre guillemets, pour apprendre plus, mais sans détériorer ma santé mentale et de me retrouver malheureux ou en burn-out ou avoir un certain déséquilibre. Toujours avoir ce truc central qui n'était un petit peu déséquilibré avant, et là maintenant que je prends beaucoup plus au sérieux, quoi. Ouais. Si tu devais te définir en 3 mots, quel mot tu choisirais? En 3 mots? Ouais. Le premier, c'est, je dirais, passionné. D'accord. Toutes les décisions que je prends, c'est sur le côté passion, quoi. Alors, ça me fait vibrer, vas-y, j'y vais. Peu importe ce qui se passe, j'y vais. Que ce soit le pro, sur le perso aussi. Le deuxième, c'est, je dirais, la discipline. Je pense que si quelqu'un me suit dans mon train de vie sur une journée, il verrait que c'est très quadrillé. Mon calendrier, je sais ce que je vais faire, par exemple, à lundi ou même demain, je sais ce que je vais faire entre 8h et 23h30. Ça, c'est fait. Moi, j'ai mon calendrier, il est fait. C'est tac, 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 tac. J'ai pas envie, je le fais quand même. Donc, je pense qu'il y a ce truc de discipline qui est très important dans ma vie, sur le sport, sur les hobbies, sur le travail. Et un troisième mot, je dirais, en tout cas une troisième caractéristique, je vagabonde énormément, mentalement. Je pense que c'est un truc qui est tellement présent que mes potes me le sortent tout le temps. En fait, je suis tout le temps ailleurs, bizarrement, tu vois. Et je peux vraiment être très intéressé par quelque chose. Et juste mon esprit va ailleurs et je perds le fil. Et ça se voit de l'extérieur. Je peux pas le cacher tout le temps. Ça se voit et ça fait partie de moi. Nice. Il fallait sortir un défaut. Ouais. Pour équilibrer un petit peu. Tu vois. Si aujourd'hui, tu avais 2 possibilités, est-ce qu'aujourd'hui, tu préfères te souvenir d'où tu viens ou rester concentré sur où tu vas? Rester concentré sur où je vais, je pense. J'ai juste un peu peur, tu vois, de si je reste trop ancré sur qui je suis, eh ben, je perds en flexibilité, en dynamisme. Ok, c'est cool de savoir d'où tu viens parce que c'est important de célébrer les victoires. Et des fois, comme ça fait dans mon cas, ça remonte à maintenant, on va dire 10-15 ans. Tu perds ça
tu l'oublies, et du coup, quand tu fais quelque chose de bien, tu te rends pas compte à quel point c'est bien, parce que ton point de départ, il était quand même très très bas, quoi. Mais à part ça, je pense que ce qui est important, c'est de rester concentré sur où tu vas, de continuer à te développer dans les petites régions qui t'intéressent au niveau développement personnel. Tout à l'heure, t'en parlais justement le soutien que tu avais autour de toi. Si tu avais un mot à leur adresser, ça serait quoi? Par rapport à la façon dont ils m'ont aidé? Ouais. Je sais pas si j'aurais quelque chose à leur dire, parce que j'ai envie de leur rendre en fait par des actions plus, tu vois. Et je pense que je le fais, tu vois. Donc c'est ça, je trouve, qui est très bien, c'est qu'il y a cet équilibre là où évidemment, ouais, moi je m'enrichis énormément par rapport à ce qu'ils me disent, mais c'est bidirectionnel, et je pense que ouais, ça en dit long sur l'équilibre que j'ai dans mes différentes relations, quoi. Mais en tout cas, je pense qu'ils sous-estiment à quel point ils m'aident, en fait, parce qu'ils sont eux-mêmes, ils se rendent pas compte. Mais moi, il y a des aspects de leur personnalité qui m'inspirent énormément, qui vraiment me tirent vers le haut. Ouais. Je leur en parle de temps en temps, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point à quel point c'est unique, c'est spécial pour moi, quoi. Voilà. Est-ce que tu as une idée, là tu viens justement de me parler des personnes qui peuvent t'inspirer au quotidien, là les personnes qui t'entourent, où tu vas chercher justement certaines de leurs qualités qui te tirent vers le haut, etc. Est-ce que il te vient en tête, quand tu étais peut-être plus jeune ou même aujourd'hui, une personne, un personnage, même fictif, auquel tu t'identifiais et tu te disais, bah, cette personne-là ou ce personnage-là, avec les valeurs ou son histoire, bah, c'est vers ça que je veux tendre? Non. Pour être transparent, il y a pas une figure qui me transcende, où je me dis je vais être comme cette personne-là. C'est vraiment encore une fois, des aspects chez certaines personnes, Ouais. que je vais aller piocher, dont je vais m'en inspirer. Et je pense que je fonctionne surtout comme ça, même si je trouve que c'est très intéressant d'avoir un exemple à suivre, quoi. Et qu'est-ce qui est important pour toi dans ta prise de décision? Parce que tu l'as dit tout à l'heure aussi, que t'es très passionné. Ouais. Dans ta prise de décision, tu es très passionné dans ta prise de décision. Et qu'est-ce qui va être primordial, en plus de ça, dans ta prise de décision? Qu'est-ce qui te permet de sauter le pas? Je pense que c'est une bonne question, parce que je pense qu'il y a des fois, tu sais pas si tu prends la bonne ou la mauvaise décision. Et je pense que des fois, il faut essayer de se poser, de comprendre qu'est-ce qui te fait hésiter, en fait. Je pense que tu peux jamais prédire s'il y a une bonne ou une mauvaise décision. Par contre, ce que tu peux faire à chaque fois, c'est essayer de voir à quel point cette décision s'aligne avec un truc plus grand, quoi. Donc, mettons, je sais pas, je veux aller, on me propose d'aller à une soirée ce soir, mais moi je suis crevé. Moi, pour moi, le plus important, c'est moi-même, ma santé mentale, donc je ne vais pas y aller. Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise décision? Parce que ça se trouve, la soirée, elle peut être exceptionnelle. Je dirais toujours que oui, parce que le plus important, c'est moi, quoi. Un autre exemple, on me propose d'aller faire, je sais pas, une présentation en grand public. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Moi, je pars du principe que je veux essayer d'évoluer sur le côté communication, de gagner en visibilité, etc. Donc la bonne décision, c'est d'y aller. Après, est-ce que ça va bien se passer ou mal se passer? Je sais pas, mais c'est pas grave au final. Mais la bonne décision, c'est ok, t'y vas, parce que ça s'aligne avec un intérêt qui est plus grand que ça, quoi. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Dans les décisions que tu prends, est-ce que tu fais intervenir les conseils des gens? Est-ce que tu demandes beaucoup de conseils? Et si oui, quel est le plus beau conseil qu'on ait pu te donner, de manière générale? Donc oui, moi je demande beaucoup conseil aux gens. J'aime bien, des fois, par exemple, exposer un problème et parler de mes questionnements et voir ce que la personne en pense, etc.
toujours très dur de savoir à quel point tu dois incorporer un conseil en fonction de la personne et de sa situation, parce qu'elle peut être biaisée, etc. Donc ça, c'est tout un autre débat. Et après, non, en termes de conseils, c'est plus des conseils que je me suis donné à moi-même sur le plan confiance et sur le plan ambition, que j'ai réalisé au fur et à mesure, ou alors que j'ai vu, je sais pas, dans un film ou quoi. Et des fois, ça te choque tellement c'est proche de ce que tu vis en ce moment. Ouais. Donc, j'ai pas en tête un conseil que quelqu'un m'a donné à un instant T, mais ouais, je dirais c'est des choses que je suis allé piocher à travers des conversations, à travers des médias qui ont résonné avec moi au bon moment, quoi. Et si tu devais changer quelque chose à ta vie aujourd'hui, tu changerais quoi? Je pense que tu as pu le comprendre avec, à travers tes questions que j'ai un gros focus sur le côté carrière. Ouais. Ce qui est très bien parce que ça s'aligne avec ma définition de la réussite. Mais par contre, si je changerais quelque chose, ce serait de pouvoir plus profiter du moment présent. Et ça, c'est surtout parce que je suis en train de lire un livre en ce moment qui s'appelle The Power of Now, le pouvoir de maintenant, qui est un peu moins stylé en français, mais qui vraiment t'invite à des fois plus profiter du moment présent et pas être trop plongé dans le passé ou te projeter dans le futur. Et ça, c'est super important pour ton bonheur. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer à mon quotidien, de fois sortir un peu la tête du guidon et de profiter d'un coucher de soleil ou de prendre ton café, etc. Et la deuxième chose, ce serait d'avoir plus d'expériences autres. Tu sais, par exemple, aller à la Philharmonie à Paris, aller découvrir des expériences nouvelles, aller manger ailleurs, voir des potes dans d'autres cadres, etc. Et de m'enrichir un peu plus des choses qui sont en dehors de mon écran d'ordi, ce que je fais déjà pas mal, mais je pense que je peux pousser encore plus le truc, quoi. Et c'est surtout sur la question de comment tu gères ton temps, parce que moi le week-end aussi je bosse, je pense que toi aussi tu bosses pas mal le week-end, et moi j'adore bosser le week-end, franchement je suis trop content. Des fois j'ai hâte d'être un samedi après-midi, d'être dans un café cool et de travailler. Ça j'adore ça. Mais je pense que je peux varier encore un peu plus avec des choses que j'ai encore jamais fait, quoi. Et avec le parcours que tu as construit, justement toutes les choses que tu fais aussi aujourd'hui, je te demande, qu'est-ce qui te rend fier? Tu me réponds quoi? Ce qui me rend fier, c'est d'avoir accumulé beaucoup plus d'expérience maintenant et de me retrouver beaucoup plus complet, en fait, en termes de skills, et d'avoir une meilleure vue de ce que je sais faire, de ce que je sais pas faire. Un exemple un peu concret, c'est, tu sais, au collège, lycée, les présentations, là, devant la classe. Ouais. Qu'est-ce que ça me faisait stresser, mais ça me terrifiait. C'est-à-dire que je me souviens, par exemple, à la rentrée en cours d'anglais, la prof d'anglais qui dit bon, à la fin de l'année, chacun devra faire une présentation ou quoi. Mais moi, toute l'année, elle était pourrie parce que je pensais qu'à ça. Je me dis, je vais passer au tableau, etc. Et ça me mettait un stress, mais pas possible. Et c'est pas seulement le collège, hein, ça était jusqu'au début de l'université, en tout cas en France. Où c'était aussi des cours d'anglais et ça me stressait énormément, et là c'est plus du tout le cas, ou alors je prends tellement de plaisir. Là maintenant je dis oui à toutes les présentations grand public dans Paris, ou les présentations devant les équipes de recherche, les équipes médicales, etc. Il y a toujours un stress, et il sera toujours là, mais il y a une vraie part de plaisir qui vient. Il y a un vrai épanouissement et une vraie envie de faire mieux pour la fois suivante. Et ouais, c'est un exemple, je pense, qui montre que j'ai réussi à accumuler de l'expérience, à enfin faire le pas, à tester quelque chose et à avoir le goût de me perfectionner. Je pense que c'est ça ma plus grande fierté, c'est ce goût de perfection, en fait.
Et à quel moment, quand tu y repenses là, en te replongeant justement dans toutes ces années-là, tu penses que tu aurais eu le plus besoin de toi, mais le toi de maintenant? Je dirais tôt, hein. En fait, peut-être le plus tôt possible, mais je pense que les années difficiles, elles sont au collège, donc entre 10 et 15 ans. Je me dirais, forge-toi une personnalité maintenant. Pas forcément une personnalité forte, tu vois, ou pas forcément avoir un gros caractère ou quoi, mais d'avoir le plus d'expérience possible. C'était un peu spécial de mon côté parce que j'étais avec un frère jumeau pendant tout le collège et jusqu'au collège, donc même avant aussi. Et du coup, tu as un peu cette option de facilité d'avoir quelqu'un à côté de toi tout le temps, que tu n'es jamais seul. Et donc, si tu n'as pas de pote, c'est pas grave. Si tu vas pas à telle soirée, c'est pas grave parce que tu as ton frère. Et ça, je pense que ça m'a empêché de me dépasser trop. Et donc, j'aimerais bien avoir quelqu'un à ce moment-là qui me dise t'es qui? Tu vois, t'es qui toi, en fait? Parce que moi, à cette époque-là, je savais pas qui j'étais. Hein. C'était les jumeaux. Et pose-toi la question de qui t'es qui, de quoi t'as envie, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu sais pas faire. Et d'avoir quelqu'un qui m'épaule. Je pense que j'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui m'épaule. Parce que moi, je pouvais pas m'épauler moi-même. Je me parlais encore mal, tu vois. Je me parlais mal. Donc, j'avais d'avoir quelqu'un qui puisse me pousser, en fait. Et tu penses qu'il te dirait quoi, là, le petit Nicolas? S'il voyait... s'il te voyait aujourd'hui. Il dirait t'es qui? Mais en mode, dans le sens où je ne te reconnais pas du tout, quoi. Et je pense il aurait pas imaginé à quel point je pouvais évoluer. Parce que j'ai l'impression que je m'étais toujours vu comme quelqu'un qui allait progresser un petit peu, tu vois. Ça allait peut-être un petit peu mieux, changer peut-être 2-3 trucs. Mais à ce point-là, je l'avais pas imaginé à ce point-là. Et il serait très très fier, je pense. Tu l'as un petit peu touché du doigt tout à l'heure. Je t'enlève ton métier. Je t'enlève ton métier de doctorant, d'entrepreneur. T'es qui? C'est dur à répondre comme question parce que moi j'utilise toujours mon statut pro. Je sais bien. T'es qui? Les gens je suis doctorant. Ouais, je sais bien. À part ça, et sans parler des caractéristiques dont j'ai parlé tout à l'heure, ça va enlever quand même pas mal de choses. Ça dépend quelles caractéristiques. Les 3 mots que tu veux dire, ça peut rentrer dedans. Mais on enlève tout statut social, tout statut professionnel. T'es qui? Là, tu me mets à poil. Là. Non, je suis qui? Je pense que je suis quelqu'un qui est un peu partout, qui fait beaucoup de choses, qui est très agité dans la journée, même si c'est souvent rester assis devant l'ordi. Je suis très agité, je suis un petit peu partout. Et je suis très dévoué dans ce que je fais. J'ai un peu on va dire, ce double face, double visage où je peux avoir un côté très enfantin en mode moi le sport ça m'en fout, j'adore le sport, je cours partout, des fois j'ai des regains d'énergie, je sais pas d'où ça vient et je vis la vie comme si j'étais le petit Nicolas d'il y a 12 ans, enfin quand il avait 12 ans, pas 12 ans, et d'un autre côté être très posé, des fois très réfléchi, très très sérieux, et je pense que la majorité des gens me voient sous ces deux aspects s'ils passent un peu de temps avec moi. Et D'accord. Admettons, ce micro que tu as devant toi, il s'adresse à toute la Terre et toute la Terre peut entendre le message que tu vas... Tu mets une pression terrible. que tu vas délivrer. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais à toute la Terre? Ouais. Il y a peut-être une question qui peut être tournée autrement, ce serait le côté... en vrai, qu'est-ce qu'on veut retenir de toi? Moi, si j'avais Ça, c'est la prochaine question. Un message... Mais si tu veux, on inverse. Parce que d'habitude, je fais inverser.
Je pense que la réponse aux deux questions, elle est assez similaire parce que, si, mettons, je sais pas, j'ai une identité, je dois délivrer un message à quelqu'un. Je veux que ce soit un message qui soit unique à moi-même, pas un truc trop général. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi alors? Je pense que j'aimerais qu'on me retienne comme quelqu'un qui a offert au monde une nouvelle façon de voir le monde. Comme quelqu'un qui inspire les gens à plus apprécier le monde dans lequel ils vivent, en fait. Moi, du coup, c'est un peu la vision profonde du projet entrepreneurial que je conduis, où franchement, je trouve que le monde, il est très complexe et très beau. Que ce soit la conscience, l'astrophysique, l'environnement, peu importe. Je trouve que c'est une dinguerie, le monde dans lequel on vit. C'est presque même... c'est trop bizarre, quoi, tellement c'est fou. Et ouais, j'aimerais que les gens puissent un peu mieux apprécier le monde qui l'entoure, être un peu plus curieux et s'en inspirer, quoi. Dire qu'on a tous des problèmes, des situations compliquées, etc. Mais que c'est pas si important quand on apprécie vraiment la beauté du monde autour de nous, quoi. Et je pense qu'il y a ce côté d'apprécier des moments très très simples, juste de marcher dehors et de voir, je sais pas, le soleil qui se couche, dégradé du ciel magnifique, tu vois la lune qui brille, etc. C'est tellement... je pense que quand tu es ancré comme ça dans le moment présent, toutes ces situations auxquelles tu penses, elles n'ont plus beaucoup de valeur parce que le moment présent, il est magnifique en lui-même. Mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui passent beaucoup de temps dans le moment présent. Très peu de gens qui ont cette introspection. Tout le monde qui est dans leur tête. Quand tu marches dans la rue et que tu regardes le visage des gens ou dans le métro, tu le vois, tu peux le voir. Les gens qui sont complètement absorbés dans leur truc, dans leur tête. Ils ont le visage... ils ont l'impression que c'est une coquille vide, quoi. Et ouais, des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais regarde autour de toi. T'as vu autour de toi comment c'est dingue. Essaie d'avoir une perspective nouvelle sur ce qu'il y a autour de toi et tu vas tellement plus l'apprécier, quoi. Merci. Le micro devant toi, tu peux le passer à quelqu'un d'autre. Tu choisis qui? Et évidemment, j'ai essayé de le faire venir. La première personne qui m'est venue en tête, c'est Vince, donc c'est mon frère jumeau. D'accord. Et ce serait tellement cool pour toi de comparer, parce qu'il est un peu quelqu'un qui est similaire à moi, mais qui applique les choses de façon différente. Et c'est super intéressant. Enfin, il a une créativité folle, quoi. Et donc je pense à lui, puis je pense à mon cercle très proche qui m'inspire énormément, et je pense qui peut t'apporter des insights nouveaux, quoi. Ouais. Et ça serait un plaisir déjà de faire venir Vince, et puis si tu auras d'autres personnes également à proposer, ça serait un plaisir de pouvoir les recevoir aussi. Et hâte d'écouter leur podcast, de voir ce qu'ils ont à dire et le message qu'ils ont à donner à la terre entière. J'ai hâte aussi. Merci beaucoup, Nicolas. Trop cool, merci à toi. C'est bon. On part pour le clap de la fin. Vas-y, je te laisse le faire. Allez, c'est parti. Alors